Bonjour et bienvenue dans l'iceberg des monstres et des créatures fantastiques. Aujourd'hui les aventuriers, nous partons à la découverte des monstres les plus terrifiants jamais imaginés par l'homme. Que ce soit dans la pop culture, le folklore, la mythologie ou la littérature, ces créatures incarnent des peurs et des angoisses éternelles. Le but de cet iceberg n'est pas de dresser un simple bestiaire, mais de découvrir l'histoire de ces monstres, leur symbolisme et leur signification à travers les siècles. Alors je précise que cet iceberg est divisé en deux parties. Vous découvrez aujourd'hui la première, tandis que la seconde sera dévoilée à la fin du mois de septembre. Avant de plonger dans cette aventure, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de commenter et de vous abonner à la chaîne, cela aide énormément au référencement de la vidéo. Alors, sans plus attendre les aventuriers, préparez-vous à scruter les ténèbres et à tendre l'oreille, car nous partons dès maintenant explorer le monde terrifiant des monstres et des créatures fantastiques. Commençons notre descente dans l'iceberg avec l'un des monstres les plus emblématiques de la littérature gothique. Le 1er janvier 1818 paraît anonymement Frankenstein ou le Prométhée moderne. Le roman de Mary Shelley raconte l'histoire de Victor Frankenstein qui parvient à créer une créature à partir de morceaux de cadavres. Mais, horrifié par son apparence, il l'abandonne aussitôt. Rejeté et solitaire, la créature développe une conscience aiguë de son existence et finit par se venger dans une spirale de haine et de violence. Mais contrairement au cliché du monstre muet qui sera popularisé par le cinéma, la créature de Shelley est éloquente, rationnelle et profondément humaine. Elle aime, souffre, espère et hait. En fait, c'est Victor Frankenstein qui apparaît comme le véritable monstre, aveuglé par son orgueil et incapable d'assumer ses responsabilités. Le roman a été conçu dans un contexte marqué par la révolution industrielle et par les avancées scientifiques fulgurantes de son époque. La fascination pour l'électricité, les débats sur le galvanisme et les premières dissections publiques nourrissent l'imaginaire de Shelley. Mais son texte est aussi hanté par sa vie personnelle. La mort précoce de 3 de ses enfants et la mort de son mari Percy en 1822 renforcent son obsession pour la frontière fragile entre la vie et la mort. En 1831, Shelley révise son texte pour une version définitive, plus sombre, plus morale. Dans toutes ces versions, Frankenstein illustre une peur intemporelle. Celle de jouer à Dieu, de pousser la science au-delà de ses limites, au risque de voir la création se retourner contre son créateur. L'ouvrage, à la croisée du roman gothique et de la philosophie, est aussi considéré comme l'un des tout premiers récits de science-fiction. Le monstre aura ensuite un impact colossal sur la culture populaire et l'adaptation de James Whale en 1931 ancre définitivement l'iconographie du monstre au cinéma. Et en attendant l'adaptation de Guillermo del Toro qui sort à la fin du mois, je ne peux m'empêcher d'y voir un parallèle avec notre époque moderne. À l'ère de l'intelligence artificielle, n'assistons-nous pas au même récit ? À l'image de la créature de Frankenstein, les IA sont des créations humaines qui, peu à peu, tendent à s'émanciper de la maîtrise de leurs concepteurs. Des films comme Blade Runner ou Ex Machina rejouent cette même angoisse, celle d'entités artificielles qui réclament et qui renvoient à l'humanité ses propres contradictions. Et si Mary Shelley avait tenté de nous prévenir ? Pour cette deuxième histoire, nous allons découvrir l'une des figures les plus marquantes de l'imaginaire britannique, le chien noir. Cette créature appartient au folklore anglais et gallois. On le décrit comme un chien gigantesque, aux yeux incandescents, doté de crocs menaçants et de griffes acérées. Sa silhouette entre les chemins isolés, les carrefours, les landes balayées par le vent ou encore les cimetières. On l'appelle parfois Black Chuck ou Barghest et il est presque toujours associé à un funeste présage, la mort ou le malheur. Toutefois, ses origines sont difficiles à tracer. Certains chercheurs évoquent un héritage celtique ou germanique, d'autres font le rapprochement avec le dieu égyptien Anubis. Mais tous s'accordent sur un point. Le chien noir incarne la peur ancestrale de la nuit et des dangers invisibles qui rôdent dans l'obscurité. Dans les campagnes du Moyen-Âge et de l'époque moderne, ce mythe faisait écho à une angoisse très concrète. Celle de se perdre, de mourir seul ou d'être frappé par une fatalité incompréhensible. Puis au XVIIIe siècle, le grand écrivain Samuel Johnson, qui souffrait d'accès de mélancolie profonde, décrit sa dépression comme le chien noir qui le ronge et le poursuit. Au début du XXe siècle, le mythe est popularisé par la littérature avec Le chien des Baskerville, publié par Arthur Conan Doyle en 1902. Dans ce roman, Sherlock Holmes et le Dr Watson enquêtent sur une mort mystérieuse censée être causée par un gigantesque chien spectral. L'œuvre joue sur la frontière entre superstition et rationalité. Le monstre semble surnaturel, mais Sherlock démontre que derrière la peur se cache en réalité une manipulation humaine. Plus récemment, J.K. Rowling a repris le symbole du chien noir dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Quand Harry aperçoit cette créature, il croit voir l'incarnation de sa propre mort, car dans le monde des sorciers, on appelle ce présage funeste le Sinistros.
Mais derrière ce chien se cache en réalité Sirius Black, son parrain, capable de se transformer en Animagus. Ce qui semblait être une malédiction devient alors une révélation. Le chien noir se transforme en protecteur et même en lien familial retrouvé. En tout cas, restez attentifs les aventuriers, car nous recroiserons une autre créature de l'univers d'Harry Potter dans la suite de l'iceberg. La mythologie grecque regorge de créatures et de monstruosités en tout genre, et la méduse est assurément l'une de mes préférées. La méduse apparaît pour la première fois dans l'Odyssée d'Homère, où elle est décrite comme une tête de femme aux cheveux de serpent et dont le regard pétrifie quiconque ose le croiser. Plus tard, Hésiode raconte le mythe complet et place Méduse parmi les Gorgones, trois sœurs monstrueuses capables de pétrifier d'un seul regard et dont les cris terrifiants paralysent quiconque les entend. Selon Hésiode, Persée parvient à vaincre le monstre en lui tranchant la tête grâce à son bouclier réfléchissant, un exploit qui donnera naissance au cheval ailé Pégase. Par la suite, la figure de Méduse deviendra un symbole largement utilisé dans la civilisation grecque, incarnant à la fois la peur et la protection contre le mal. Bon, voilà qui résume en quelques mots l'un des plus célèbres épisodes de la mythologie grecque. Mais derrière ce récit célèbre se cache une symbolique plus profonde. Avant d'être un monstre, Méduse était une jeune femme d'une beauté exceptionnelle. Mais les versions diffèrent quant à sa transformation en gorgone. Dans un récit, Athéna, jalouse de sa beauté et de son arrogance, la punirait. Et dans une version plus sombre, elle aurait été agressée par Poséidon dans un temple consacré à Athéna. Cette transformation symbolise la colère des dieux et l'injustice subie par les mortels, faisant de Méduse une victime plutôt qu'un simple monstre. Ses serpents incarnent la vigilance et le danger, tandis que son regard pétrifiant reflète l'angoisse grecque face à la puissance féminine, à la beauté dangereuse et à la force incontrôlable de la nature et du destin. Méduse incarne aussi la peur de la transgression, du désordre, mais aussi celle liée au pouvoir féminin, à la séduction et à la luxure. Le Yéti est sans doute l'un des cryptides les plus mystérieux et les plus connus du grand public. Les premières mentions de l'abominable homme des neiges remontent au IVe siècle avant notre ère, dans les traditions orales des peuples sherpas et tibétains. Décrit comme un esprit des montagnes, parfois protecteur, parfois redoutable, le Yéti était un être poilu, bipède et bien plus grand qu'un homme, capable de se déplacer silencieusement dans la neige et de disparaître mystérieusement. L'origine du mythe est étroitement liée à l'environnement extrême de l'Himalaya. Les montagnes inaccessibles, les tempêtes soudaines, les traces inexpliquées dans la neige et la peur des avalanches ont contribué à créer cette figure énigmatique. Il symbolise ainsi une peur ancestrale de l'homme face à des territoires hostiles et à la puissance de la nature. L'intérêt occidental pour le Yéti commence au XIXe siècle lorsque des explorateurs britanniques et des alpinistes rapportent des témoignages et des empreintes inhabituelles. Rapidement, il devient une icône fantastique et de la cryptozoologie, apparaissant dans des récits d'aventure, des films et des documentaires. Un rebondissement survient en 1951. L'alpiniste Eric Shipton photographie d'étranges empreintes supposées appartenir au légendaire Yéti. Puis en 1986, Reinhold Messner affirme en avoir aperçu un alors qu'il cherchait un village pour s'abriter dans une vallée reculée. Mais l'Italien est bien plus pragmatique et conclut qu'il pourrait s'agir d'un animal apparenté à l'ours bleu du Tibet. Mais comme vous l'imaginez, cette hypothèse ne convainc pas tous les cryptozoologues qui continuent de croire fermement à l'existence du Yéti. Depuis lors, de nouvelles traces sont découvertes dans l'Himalaya. Empreintes, poils et apparitions inexpliquées. Une main attribuée au Yéti aurait même été conservée dans un temple du Népal avant de disparaître mystérieusement. Quoi qu'il en soit, on ne saura peut-être jamais ce qui se cache derrière la figure du Yéti. Peut-être n'est-il qu'une légende transmise par les peuples himalayens, ou peut-être s'agit-il d'un véritable cryptide, voire d'un humanoïde dont l'existence reste à confirmer. Et vous les aventuriers, qu'en pensez-vous ? Peut-être que vous l'ignorez, mais je vis au Cambodge. Et depuis que je vis au pays des Khmers, je suis fasciné par la figure mythologique du Naga que l'on retrouve dans de nombreux temples. En effet, je me suis toujours demandé comment un serpent, souvent perçu comme maléfique dans la culture occidentale, a pu devenir un symbole de protection et de vénération. Les premières traces des Nagas apparaissent dans la mythologie indienne, où ils sont décrits comme des serpents géants, parfois hybrides, mêlant traits humains et serpents. Dans le folklore du sud-est asiatique, ils peuvent aussi prendre une forme entièrement humaine ou adopter des formes fantastiques capables de se déplacer sous terre, dans l'eau ou bien dans les airs. Les Nagas sont considérés comme les habitants du monde souterrain, ils sont les gardiens des trésors de la terre et des rivières. Associés à l'eau, à la fertilité et au cycle naturel, ils incarnent à la fois la prospérité et le danger. Ils sont donc des êtres duels, à la fois protecteurs et redoutables, qui reflètent la peur et le respect des forces naturelles. L'épisode du Mahabharata raconte l'origine de leur rivalité avec l'aigle Garuda. Kadru, la mère des Nagas, trompe sa sœur Vinata dans un pari, la rendant ainsi esclave.
Garuda, le fils de Vinata, accomplit plusieurs exploits pour libérer sa mère et jure de se venger des Nagas. Le conte indien établit ainsi une opposition symbolique entre le ciel, la liberté et le monde céleste représenté par Garuda et la terre, les eaux et les richesses incarnées par les Nagas. Avec l'essor du bouddhisme, le Naga acquiert un rôle de protecteur spirituel. La légende raconte que, pendant une tempête, le roi des Nagas abrita le Bouddha méditant sous un arbre en enroulant son corps autour de lui pour le protéger. Ce récit symbolise donc le lien entre le monde matériel et le monde spirituel et la protection accordée à ceux qui suivent la voie de l'éveil. Cette histoire est fondamentale car elle montre que le Naga est devenu une entité qui reconnaît et protège le Bouddha. Il incarne ainsi le pouvoir de la foi et de la compassion, ainsi qu'un lien entre le monde matériel et le monde spirituel. Si vous avez un mogwai en votre possession, il est essentiel de respecter 3 règles pour en prendre soin. Règle numéro 1, ne jamais l'exposer à la lumière vive, car cela pourrait le tuer. Règle numéro 2, ne jamais le mouiller, car cela provoque la naissance de gremlins. Et règle numéro 3, ne jamais le nourrir après minuit, car cela entraînerait sa transformation en gremlin agressif. Si vous avez reconnu le film Gremlins à travers ces quelques phrases, eh bien, je vous félicite. Ce classique de Noël sorti en 1984 raconte l'histoire de Billy Peltzer, un jeune homme qui reçoit un étrange animal de compagnie. Mais cette créature engendre rapidement d'autres êtres qui se transforment en gremlins agressifs et se meurent de chaos. Le film est un véritable chef-d'œuvre de l'horreur comique et si vous ne l'avez pas encore vu, il mérite vraiment d'être découvert. Pour créer l'univers du film, le scénariste Chris Columbus s'est inspiré de 2 figures folkloriques. Tout d'abord le mogwai, qui est décrit comme un esprit ou un lutin doté de pouvoirs surnaturels. Dans la tradition chinoise, le mogwai peut causer du tort aux humains pendant la période des pluies, la pluie étant liée à la prospérité et à l'agriculture. Avec le temps, le mogwai est devenu un esprit vengeur, hantant ceux qui l'avaient manqué de respect ou négligé les rites funéraires appropriés. On est donc bien loin du sympathique Gizmo qui chantonne et joue du piano dans le film. La seconde source d'inspiration est le gremlin, une figure malicieuse popularisée par les pilotes de la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces lutins étaient censés saboter les avions et expliquer les pannes mystérieuses. Cette fois-ci, le lien avec le film de 1984 est plus évident. Les gremlins se sèment la pagaille dans la ville fictive de Kingston Falls et sont mis en scène dans des situations absurdes comme le sabotage du fauteuil escalier ou l'affrontement dans le centre commercial. D'ailleurs, le centre commercial est l'un des éléments centraux de l'intrigue. Si la première partie du film illustre la peur des conséquences inattendues, le dernier acte est une satire de la société américaine des années 80 marquée par l'essor de la consommation et le mythe de la banlieue parfaite. Ainsi, les gremlins deviennent une métaphore des conséquences imprévues et incontrôlables de l'achat impulsif et de la surconsommation. Le film de Joe Dante est un immense succès et fait partie des classiques du cinéma des années 80. Mais, de manière ironique, il est l'objet de grandes campagnes de merchandising et devient ce qu'il critique. Un produit de consommation, un symbole à la fois de fascination et d'avidité. Bon, le zombie est assurément l'une des figures les plus marquantes de ces dernières années. Que ce soit dans les jeux vidéo, le cinéma ou les séries télévisées, il s'est infiltré dans tous les recoins de la pop culture, au point que l'on pourrait presque en avoir ras-le-bol. Pourtant, le mythe du zombie est bien plus ancien que The Walking Dead ou 28 jours plus tard. Ses racines plongent dans le folklore haïtien et les croyances vaudou. Dans cette tradition, un zombie n'est pas un mort-vivant affamé, mais un corps privé d'âme rendu esclave par un sorcier. Grâce à des rituels et des poudres spécifiques, le sorcier peut extraire une partie de l'âme de la victime, la laissant dans un état de mort apparente et réanimant son corps. Et contrairement aux zombies modernes, le zombie haïtien n'a ni conscience, ni mémoire, ni libre arbitre. Son seul rôle est de servir aveuglément son maître, accomplissant des tâches simples comme travailler dans les champs sans jamais se plaindre. Derrière cette fable se cache une vérité sombre et dérangeante. La zombification est une métaphore de la perte totale de liberté et d'identité, un écho direct aux horreurs de l'esclavage et de la déshumanisation des peuples originaires d'Afrique. Elle traduit la crainte de perdre son âme, sa personnalité et sa volonté, et d'être réduit à l'état d'esclave, même après la mort. Le zombie sera ensuite popularisé dans la culture occidentale par le cinéma, notamment avec La Nuit des Morts Vivants de George Romero, sorti en 1968, qui réinvente la culture telle que nous la connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire sans conscience, dévorant la chair humaine et se déplaçant en horde. Cette œuvre s'ancre dans le contexte de la guerre froide et des mouvements sociaux des années 1960. Les zombies de Romero incarnent alors les masses dénuées d'esprit critique et les consommateurs zombifiés par la société de consommation, tandis que la horde symbolise la peur du collectif qui engloutit l'individu. Depuis les années 1970, le zombie continue d'évoluer et de s'adapter à de nouvelles angoisses.
En 1994, le groupe de rock The Cranberries utilise la figure du zombie pour dénoncer les horreurs du conflit nord-irlandais. Puis, à partir des années 2000, le zombie se confond avec l'infecté et devient une menace biologique concrète, comme on le voit dans Resident Evil, World War Z ou encore Left 4 Dead. Mais ça, on y reviendra dans la suite de l'iceberg en analysant l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire du jeu vidéo. Cette évolution soulève une question fascinante. Si le zombie représentait une menace sociale dans les années 1970, puis une menace biologique dans les années 2000, quelle forme prendra-t-il dans les prochaines années ? Un zombie technologique contrôlé par une intelligence artificielle ou un marginal exclu de la société et de ses enjeux ? Partagez vos idées dans les commentaires, les aventuriers. L'univers de Lewis Carroll foisonne de créatures étranges et fascinantes, du Jabberwock au Bandersnatch, en passant par l'oiseau Jub Jub. Pourtant, c'est le chat du Cheshire qui, à mon sens, demeure l'une des plus fascinantes créatures imaginées par le romancier anglais. L'histoire d'Alice au Pays des Merveilles naît d'une promenade en bateau le 4 juillet 1862, lorsque Lewis Carroll discute avec Alice Liddell, une fillette de 10 ans. Très vite, le récit prend forme. Alice, s'ennuyant sur la berge, aperçoit un lapin blanc vêtu d'une veste, sortant une montre de sa poche et s'écriant qu'il est en retard. Intriguée, Alice le suit et tombe accidentellement dans un terrier de lapin. Après une longue chute, elle atterrit dans une salle mystérieuse, remplie de portes, et commence alors une série d'aventures surréalistes. La jeune fille rencontre des personnages excentriques. Le lapin blanc toujours pressé, une souris qui raconte son histoire de manière confuse, et une chenille qui la questionne sur son identité. Au cours de son voyage, Alice fait la rencontre du chat du Cheshire, un chat qui peut disparaître et réapparaître en ne laissant que son sourire, et qui lui donne des conseils absurdes. Le chat sert ainsi de guide et de trouble fait philosophique. Il ne la guide pas directement, mais lui pose des questions et lui donne des indices qui la poussent à réfléchir. Le chat du Cheshire symbolise donc la peur de la folie, l'incompréhension du monde et l'étrangeté de l'inattendu. Son rôle est autant philosophique que narratif. Il révèle que la logique et la raison ne suffisent pas toujours pour comprendre l'univers. L'histoire se conclut au château de la Reine de Cœur, où Alice participe à une partie de croquet chaotique avant de se retrouver dans la salle de tribunal. Puis, tout s'évanouit. Alice se réveille au même endroit où tout a commencé, réalisant que son aventure n'était qu'un rêve. Alors, comment interpréter Alice au Pays des Merveilles ? En plus de ses talents d'écrivain, Carroll est également un mathématicien qui s'intéressait aux règles et à leurs limites. La fantaisie lui offrait un terrain pour explorer paradoxes et absurdités, échappant aussi au rigorisme de la société victorienne. Et peut-être que vous l'avez remarqué, le roman se lit aussi comme une métaphore du passage à l'âge adulte. Alice évolue dans un monde où les règles changent constamment et où son identité est confrontée à l'inconnu. En fin de compte, Alice au Pays des Merveilles est bien plus qu'une simple histoire pour enfants. C'est une œuvre qui, en plongeant dans l'absurde, nous force à réfléchir sur le monde réel. Le chat du Cheshire, en incarnant le paradoxe et l'insaisissable, nous rappelle que la logique et la raison ne sont pas toujours suffisantes pour comprendre le monde. La folie n'est pas toujours là où on la pense, et le vrai chemin vers la sagesse se trouve parfois en se perdant soi-même. Si vous partez en balade dans la forêt, il y a peut-être une chance que vous croisiez un troll traînant derrière lui un elfe empaqueté. Mais derrière cette image humoristique, empruntée au donjon de Nalbuck, se cache une peur ancestrale enracinée dans le folklore scandinave. La première mention du troll apparaît en 1220 dans l'Edda de Snorri, un recueil qui initie à la poésie skaldique tout en retraçant les grands récits de la mythologie nordique, depuis la création de l'univers jusqu'au Ragnarok, en passant par les divinités et l'arbre mou Yggdrasil, ainsi qu'un bestiaire foisonnant de monstres et de créatures étranges. Le troll y est alors présenté comme une créature inhumaine, sauvage et dangereuse, vivant loin de toute civilisation, dans des montagnes escarpées, des cavernes profondes ou des forêts obscures. Symbole des forces indomptées de la nature, le troll représente une menace permanente pour les dieux comme pour les humains. Il est un monstre hostile par essence et incarne l'opposition à l'ordre et à l'harmonie que les hommes et les divinités tentent sans cesse de bâtir. Toutefois, son image se transforme profondément au XIe siècle avec l'arrivée du christianisme dans les terres nordiques. Il n'est plus seulement une force brute et obscure, mais devient la personnification même du mal, assimilé au paganisme et au diable. Le troll se mue alors en métaphore puissante de la conversion et de la lutte contre les anciennes croyances, bien loin de l'idiot malodorant que l'on retrouvera plus tard dans les univers de fantasy. Au XXe siècle, il est remis en avant par J.R.R. Tolkien qui, comme vous le savez sûrement, puise abondamment dans les mythes nordiques et anglo-saxons pour bâtir l'univers du Seigneur des Anneaux. Et petit foreshadowing, on en reparlera en détail dans la suite de l'iceberg. Les trolls deviennent donc des créatures emblématiques de la fantasy moderne, reprises ensuite dans la littérature, la bande dessinée et même les jeux de rôle. Mais si j'ai choisi d'inclure le troll dans cet iceberg, c'est aussi parce qu'il connaît une nouvelle vie à l'ère du numérique.
Sur internet, le troll n'est plus une créature des cavernes malveillantes, mais un utilisateur qui publie des messages volontairement provocateurs uniquement pour susciter la controverse et la discorde. Le troll est ainsi passé des montagnes aux forums et des forêts aux réseaux sociaux, devenant la personnification du chaos social et de la violence verbale. Là où le troll mythologique menaçait l'équilibre du monde physique, le troll numérique menace aujourd'hui l'ordre social et la stabilité des communautés en ligne. Pour conclure cette première strate de l'iceberg, je vous propose de partir à la découverte de l'un des plus fameux monstres marins de l'ère moderne. Tout commence le 14 avril 1933 lorsque l'Inverness Courier publie un article qui va déchaîner les passions. Un couple affirme avoir aperçu une créature gigantesque ondulant à la surface du Loch Ness, dotée d'un corps massif et d'un long cou qui se déplaçait gracieusement dans l'eau. L'histoire fait rapidement le tour du pays et, face à l'engouement, des journaux londoniens dépêchent des correspondants sur place. L'un d'eux va même jusqu'à offrir une récompense de 20 000 livres à quiconque parviendrait à capturer la bête. Un an plus tard, le mythe prend une ampleur encore plus considérable grâce au London Daily Mail qui publie la désormais célèbre photographie du chirurgien. Ce cliché, attribué au respectable Robert Wilson, un gynécologue londonien, montre une silhouette sombre surgissant des eaux. L'image fait rapidement le tour du monde et propulse Nessie dans la légende, attirant dans les Highlands écossais des milliers de curieux et de touristes désireux d'apercevoir la créature de leurs propres yeux. Dès lors, les observations et les expéditions se multiplient. En 1938, un touriste sud-africain filme pendant 3 minutes ce qui semble être un mouvement étrange à la surface du lac, mais les experts concluent qu'il ne s'agissait que d'un objet flottant. En 1960, un certain Tim Dinsdale immortalise une mystérieuse bosse, laissant un sillage en traversant le Loch Ness, un film qui demeure encore aujourd'hui sans explication définitive. Pourtant, en 1994, un coup de tonnerre vient ébranler le mythe. On découvre que la fameuse photographie du chirurgien, celle-là même qu'avait lancé la légende moderne du monstre du Loch Ness, n'était qu'un canular. À partir de là, les théories fusent. Certains avancent que Nessie était en réalité un éléphant de cirque venu se baigner dans le lac, sa trompe émergeant de l'eau, pouvant rappeler le coup du monstre. D'autres évoquent un stratagème monté de toutes pièces par les hôteliers de la région avec la complicité de la presse britannique afin d'attirer les visiteurs dans les Highlands. Mais malgré ces révélations et ces hypothèses, la fascination demeure intacte. Aujourd'hui encore, des milliers de curieux se rendent au Loch Ness dans l'espoir d'apercevoir la mystérieuse créature. J'y ai moi-même nagé et malheureusement, ou plutôt fort heureusement, je n'ai pas croisé son chemin. Profondément ancré dans le folklore écossais, Nessie n'est pas un monstre effrayant, mais un mystère captivant. Il est un symbole de nos espoirs et de notre désir de croire que le monde conserve encore des secrets à révéler. Peut-être n'aurons-nous jamais de réponse définitive, mais c'est justement cette part d'inconnu qui fait du monstre du Loch Ness l'une des légendes les plus persistantes de notre imaginaire collectif. Vous voilà à présent dans les eaux claires de l'iceberg, là où se croisent des monstres étranges, inquiétants, mais surtout révélateurs des angoisses de leur époque. Et pour ce chapitre, je vous propose d'explorer la question de la dualité humaine à travers l'une des œuvres les plus marquantes du XIXe siècle, l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Publié en 1886, le roman connaît immédiatement un succès retentissant et propulse son auteur, Robert Louis Stevenson, au rang d'écrivain incontournable. Le contexte de la création est déjà digne d'un roman. Stevenson, malade et criblé de dettes, rêve une nuit l'histoire de Jekyll et Hyde et rédige en 3 jours une première version. Mais son épouse Fanny, jugeant le texte trop sombre, le jette au feu. Il n'abandonne pas pour autant. En quelques semaines seulement, il réécrit l'histoire et c'est cette version qui marquera durablement la littérature. Ce qui séduit immédiatement le public victorien, c'est la puissance métaphorique du récit. Narré par le notaire Utterson, l'intrigue suit l'enquête autour du respectable Dr Henry Jekyll et de ses liens mystérieux avec un personnage inquiétant et violent, Edward Hyde. Au fil des pages, le lecteur découvre que Jekyll et Hyde ne sont qu'une seule et même personne et que le savant, incapable de maîtriser ses pulsions refoulées, a créé une potion pour libérer son mauvais côté. Mais l'expérience échappe à tout contrôle. Hyde prend peu à peu le dessus jusqu'à dévorer entièrement Jekyll. Avec ce récit, Stevenson ne propose pas seulement une histoire fantastique. Il met en scène le conflit éternel entre l'ordre social et les désirs interdits. Cette idée de double maléfique va influencer des œuvres que vous connaissez sûrement, du portrait de Dorian Gray à Hulk, en passant par Fight Club et Black Swan. Certains y voient même une représentation littéraire du trouble dissociatif de l'identité qui commençait alors à être étudié par la médecine. À l'image de Frankenstein, le roman soulève également une question morale. Celle du scientifique qui se prend pour Dieu et ose manipuler la nature humaine. Et tout comme Alice au Pays des Merveilles, le livre est une plongée dans les paradoxes de l'époque victorienne. Le Dr Jekyll vit dans une société rigide qui exige la retenue et la bienséance.
Mr. Hyde est donc la conséquence de cette répression. Il est un monstre qui se libère et qui incarne les transgressions de la société. Plus on avance dans l'iceberg, et plus je me dis qu'il ne faisait pas bon vivre pendant l'époque victorienne. Et pour preuve, il existe un parallèle troublant entre l'œuvre de Stevenson et Jack l'Éventreur. À l'automne 1888, alors que les crimes atroces de Whitechapel terrorisent la population, une adaptation théâtrale du roman fait fureur. Sur scène, l'acteur Richard Mansfield incarne Jekyll et Hyde avec une telle intensité qu'il parvient à se transformer devant les spectateurs par la seule force de son jeu. Le public est stupéfait et même terrorisé, et très vite, les esprits font le rapprochement. Tout comme Hyde, l'Éventreur est perçu comme un homme ordinaire le jour, se métamorphosant la nuit en monstre sanguinaire. La presse et l'opinion s'enflamment, certains accusant la pièce d'inspirer le meurtrier ou d'exploiter la violence pour le divertissement. Et je ne peux m'empêcher de faire un parallèle avec notre époque, où l'on accuse les jeux vidéo ou certains films de nourrir la violence et la haine, notamment lorsque des crimes sont commis. La polémique autour de la pièce de Richard Mansfield montre que cette angoisse est intemporelle. Les médias changent, mais le débat reste le même. Nous craignons que le mal, caché dans l'art ou la technologie, puisse se libérer et prendre le contrôle, tout comme Hyde a fini par dominer Jekyll. En fin de compte, le monstre n'est pas à l'extérieur, il est en nous. Bon, vous l'ignorez sûrement, mais je suis un grand amateur du cinéma des années 1950 et en particulier de science-fiction et d'horreur. En 1954 sort dans les salles L'étrange créature du lac noir, un film tourné entièrement en noir et blanc et conçu pour être visionné en 3 dimensions par procédé de lunettes polarisantes. Et peut-être que ça vous surprend, mais l'implantation de la technologie 3D dans le cinéma est bien plus ancienne que l'on imagine. Le film narre les aventures de scientifiques à la recherche d'une créature inconnue dans la forêt amazonienne. C'est en explorant le lagon noir qu'ils font la rencontre du Gillman, une créature amphibie qui semble représenter un chaînon manquant de l'évolution. Intrigué par Kay Lawrence, l'héroïne du film, le monstre se montre d'abord curieux, mais devient agressif lorsqu'on tente de le capturer. Les scientifiques, voyant en lui moins un être vivant qu'un objet d'étude, cherchent à l'exploiter et à le ramener à la civilisation. Le film se transforme alors en une lutte pour la survie, où le monstre défend son habitat contre l'intrusion humaine. Mais au-delà de son aspect spectaculaire, l'étrange créature du lac aborde des thématiques étonnamment profondes. On y retrouve d'abord une résonance avec le mythe de la Belle et la Bête, où la jeune femme perçoit derrière la monstruosité une forme de sensibilité. On peut aussi lire dans l'histoire du Gillman une réinterprétation du mythe de l'homme sauvage. Une figure qui vit en harmonie avec la nature, perçue comme une menace par la civilisation moderne. Le film évoque ainsi, en filigrane, le sort des peuples indigènes d'Amazonie, dont les modes de vie sont menacés par l'expansion occidentale. Enfin, le récit prend des allures de fable écologiste avant l'heure, qui dénonce l'arrogance humaine et cette tendance à exploiter ce qu'il ne comprend pas. La conclusion du film, où la créature blessée retourne vers les profondeurs, résonne comme un avertissement. L'homme a perdu un équilibre fragile, et si la nature semble céder, elle n'en demeure pas moins capable de survivre et de se défendre. Cependant, le mythe du Gillman ne s'arrête pas là. En 1971, la créature du marais apparaît dans les comics et met en scène une créature humanoïde faite de matière végétale qui incarne le désir de protéger l'environnement des menaces humaines. Et bien plus tard, Guillermo del Toro, encore lui, réinterprétera cette figure dans La forme de l'eau en 2017. L'œuvre est à la fois un hommage à la créature classique et une réinterprétation moderne, le monstre étant dépeint en héros romantique et empathique. Finalement, la fascination pour le Gillman montre que la figure du monstre se transforme au gré de nos préoccupations pour mieux nous questionner sur notre propre humanité. Lorsque j'ai commencé à écrire le script de cet iceberg, il m'était absolument impossible de passer à côté du Terminator tant son impact sur notre société est immense et visionnaire. Dans le premier film de 1984, le T-800 est présenté comme un cyborg impitoyable envoyé du futur par l'intelligence artificielle Skynet afin d'assassiner Sarah Connor et ainsi empêcher la naissance de John Connor, le futur chef de la résistance humaine contre les machines. Mais dans Terminator 2, le retournement est total. Le T-800, reprogrammé par la résistance, revient cette fois pour protéger le John et s'oppose au T-1000, un androïde liquide plus sophistiqué et redoutable. Ce qui était le monstre du premier film devient alors le protecteur, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Bien sûr, le T-800 n'est pas le premier robot du cinéma, mais il incarne une étape décisive dans l'imaginaire collectif. L'idée d'un être artificiel dépourvu de libre arbitre remonte d'ailleurs très loin. On en retrouve des échos dès l'Antiquité avec le mythe de Pygmalion, puis dans la légende juive du golem, une créature façonnée par l'homme pour le servir. Pendant la Renaissance, le raid d'automates mécaniques fascine autant qu'il effraie, mais il faudra attendre le XXe siècle pour que le mot robot apparaisse, inventé par Karel Čapek, et avec lui la peur d'une révolte des machines. Quelques décennies plus tard, Isaac Asimov viendra tempérer cette inquiétude en posant les bases éthiques de la robotique moderne avec ses fameuses 3 lois qui interdisent à un robot de nuire à l'humanité.
Bien évidemment, ces lois relèvent davantage de la science-fiction que de la pratique scientifique, mais elles ont eu le mérite d'installer dans l'imaginaire collectif l'idée que l'intelligence artificielle devrait être encadrée par des principes moraux. Pourtant, malgré ces garde-fous théoriques, l'IA est aujourd'hui encore perçue de manière ambivalente, souvent comme une menace plutôt que comme une promesse. En effet, elle cristallise nos peurs les plus profondes. Tout d'abord celle de voir nos emplois disparaître, remplacés par des machines capables de travailler plus vite et sans relâche. Ensuite celle de perdre notre identité et notre créativité, mais qui en sont privés de véritable âme. Et enfin, celle d'un futur où la surveillance de masse et la désinformation nous enfermeraient dans une société de contrôle total. Et d'ailleurs, ce n'est pas vraiment une dystopie, car on en voit déjà les prémices. Mais au-dessus de toutes ces inquiétudes, plane une peur encore plus vertigineuse. Celle de la singularité, le moment hypothétique où l'intelligence artificielle deviendrait consciente et dépasserait définitivement l'homme jusqu'à peut-être l'asservir. Alors oui, la place de l'IA dans notre monde est un sujet immense qui mériterait une analyse plus profonde. Mais si l'on revient au T-800, ce qui frappe, c'est la double lecture qu'il offre. Dans le premier film, le Terminator incarne la machine froide et inarrêtable qui menace l'humanité. Dans le second, il devient paradoxalement une machine qui sauve des vies. En réalité, le danger n'est pas la technologie elle-même, mais bien l'usage que nous choisissons d'en faire. Il y a une dernière question que le Terminator soulève, celle du transhumanisme. Il n'est pas seulement une machine, il est un être mi-homme, mi-robot. Cela nous oblige à réfléchir à notre propre avenir. Où se trouve la limite entre l'humain et la machine ? Sommes-nous condamnés à évoluer vers un corps de plus en plus modifié, amélioré, technologisé ? Quand on observe la puce Neuralink développée par Elon Musk afin de relier directement le cerveau à l'ordinateur, on comprend que ces questions ne relèvent plus seulement de la science-fiction. Et à titre personnel, le transhumanisme m'inquiète beaucoup plus que l'intelligence artificielle. Mais peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, donc je vous laisse la parole les aventuriers. Pour vous, l'intelligence artificielle est-elle une avancée majeure pour l'humanité, ou bien une menace qui pèse déjà sur notre futur ? Parmi toutes les créatures qui peuplent l'univers de J.R.R. Tolkien, les Nazgûl comptent sans doute parmi les plus fascinantes, mais aussi les plus terrifiantes. Dans Le Seigneur des Anneaux, ils apparaissent comme les serviteurs les plus redoutables de Sauron. Pourtant, à l'origine, ils étaient 9 rois humains, puissants et ambitieux, à qui Sauron offrit des anneaux de pouvoir. Ces présents leur conférèrent d'immenses capacités, mais les corrompirent peu à peu, jusqu'à ce qu'ils ne soient plus que des spectres entièrement soumis à sa volonté. Dès le début du récit, leur rôle est clair. Traquer sans relâche Frodon et ses compagnons, porteurs de l'anneau unique, afin d'empêcher sa destruction. Ils deviennent ainsi les premiers antagonistes de l'histoire, et la menace qu'ils représentent pèse sur la communauté dès ses premiers pas. Puis, lors d'un affrontement sur le mont Venteux, le roi sorcier d'Angmar, qui est le chef des Nazgûl, blesse Frodon d'une dague maudite. Cette blessure n'est pas qu'un simple coup d'épée. Elle symbolise le pouvoir corrupteur du mal, capable de marquer et d'affaiblir même les plus courageux. Le Hobbit survit miraculeusement, mais il restera marqué à jamais, rappelant que toute victoire contre les ténèbres a un prix qui ne s'efface pas. Le roi sorcier revient sur le devant de la scène lors de la bataille des champs du Pelennor, où les armées de Sauron affrontent celles du Gondor et de ses alliés. Une prophétie l'entoure d'une aura d'invulnérabilité, annonçant qu'aucun homme ne pourra jamais lui donner la mort. Cette certitude le rend arrogant, il est persuadé qu'il ne peut être vaincu. Pourtant, c'est précisément cette arrogance qui causera sa perte. Il sera terrassé par Éowyn et Merry, qui sont respectivement une femme et un hobbit, deux figures qu'il considérait comme insignifiantes. La portée symbolique de cette victoire est immense. Elle illustre la chute de l'oppression par la rébellion des invisibles et rappelle que la victoire n'appartient pas toujours au plus fort, mais à ceux qui osent défier le destin. Les Nazgûl ne disparaîtront qu'à la toute fin du récit, lorsque Frodon jettera l'anneau unique dans les flammes du Mordor. Ils sont alors anéantis, car leur existence n'était plus qu'un prolongement de l'anneau et de la volonté de Sauron. Bon, c'est impossible de résumer toute la richesse de l'univers de Tolkien en quelques minutes, on peut retenir que les Nazgûl, inspirés en partie de la légende de Faust, incarnent une corruption totale. Ils ne sont pas une simple force brutale issue de la nature, mais bien l'image de ce que devient un être vivant lorsque son âme est consumée par le mal. Et si j'ai choisi de les placer dans cet iceberg, c'est parce qu'ils font écho à un traumatisme bien réel, celui d'un monde marqué par la guerre et les idéologies totalitaires. Tolkien, qui était contemporain de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, avait observé comment des soldats pouvaient être déshumanisés et envoyés à la mort par des dirigeants corrompus. Le parallèle avec les Nazgûl est donc frappant. Ce sont des hommes réduits à l'état d'instruments, exécutant sans âme la volonté d'un maître. En fin de compte, les Nazgûl nous rappellent que la plus grande puissance du mal ne réside pas seulement dans le monstre lui-même, mais dans le processus de corruption qu'il a engendré. Ils sont le reflet de l'homme lorsqu'il a perdu son âme, sa raison et sa conscience, et qui n'est plus qu'un instrument de destruction.
Après avoir évoqué les Nazgûl de Tolkien, je vous propose de découvrir une œuvre sortie à la même époque, mais radicalement différente. En 1958, le public américain découvre Danger planétaire, un film de science-fiction qui offre à Steve McQueen l'un de ses premiers rôles marquants. Nous sommes dans une petite ville tranquille de Pennsylvanie, par une nuit apparemment ordinaire. Steve Andrews et Jane Martin, deux adolescents en train de flirter dans leur voiture, sont soudainement témoins de l'impact d'une météorite. Un vieil homme du coin s'approche du cratère et tente de briser le météore avec un bâton. De son cœur s'échappe alors une masse gélatineuse qui s'accroche immédiatement à sa main et refuse de le lâcher. Pris de panique, l'homme court sur la route et croise Steve et Jane qui, bouleversés, le conduisent chez le docteur Allen. Mais il est déjà trop tard. La créature progresse et dévore son bras, et alors que le médecin s'absente un instant, elle finit par engloutir le vieil homme tout entier. Et comme souvent dans ce type de récit, ni le chef de la police, ni les adultes de la ville n'acceptent l'idée qu'une telle menace puisse exister. Pendant ce temps, la créature poursuit sa croissance en absorbant tout ce qu'elle rencontre, y compris le docteur Allen et son assistante. La panique gagne véritablement la ville lorsqu'elle s'attaque au cinéma local et engloutit la foule présente dans la salle. Grâce à leur audace et leur ingéniosité, Steve et Jane parviennent à repousser le monstre en utilisant des extincteurs au dioxyde de carbone. Le film se termine sur une note à la fois rassurante et inquiétante. Le blob, désormais gelé, est transporté en Arctique. Derrière ce scénario un peu kitsch, je vous l'accorde, se cache en réalité une œuvre bien plus riche qu'on pourrait l'imaginer. Tout d'abord, le film surprend avec la morphologie du monstre. Ce n'est ni un humanoïde, ni un animal géant, mais une masse informe dépourvue de membres et de visage. On est donc bien loin de l'image de l'envahisseur extraterrestre dépeint dans les magazines pulp de l'époque. Mais le film est également une critique sociale. Tout au long du récit, un fossé générationnel se dessine. Les jeunes, premiers témoins du danger, ne sont pas écoutés par les adultes qui refusent de prendre leurs paroles au sérieux. Cette défiance fait écho à une époque où la jeunesse américaine commence à se rebeller, portée par le rock'n'roll et des figures comme Elvis Presley ou, justement, Steve McQueen. Enfin, Danger planétaire s'inscrit pleinement dans ce contexte historique, celui de la guerre froide et de la course à l'espace. Le blob, qui est une entité venue de l'espace et en expansion croissante, incarne la peur d'un ennemi idéologique contre le communisme et est perçu comme une force qui progresse inexorablement et menace le mode de vie américain. En définitive, Danger planétaire est bien plus qu'une série B des années 50. C'est un film culte qui a redéfini certains codes de l'horreur, propulsé Steve McQueen sur le devant de la scène et prouvé qu'avec peu de moyens, vous pouvez créer une icône monstrueuse durable. Pour ce chapitre, je vous propose d'explorer la symbolique cachée derrière Macbeth, l'une des tragédies les plus marquantes écrites par William Shakespeare. Et oui, on va parler de théâtre, mais rassurez-vous, c'est très intéressant. La pièce paraît en 1623 sous le règne de Jacques Ier d'Angleterre, qui est également roi d'Écosse. Pour séduire ce nouveau souverain, passionné par la sorcellerie et convaincu du pouvoir divin des rois, Shakespeare puise dans les chroniques historiques et adapte librement l'histoire d'un roi écossais. Dans la réalité, Macbeth était un souverain pieux et respecté, associé à une période de stabilité dans l'Écosse du XIe siècle. Mais dans la pièce, Macbeth est présenté comme un général victorieux lorsqu'il croise la route de 3 sorcières. Leur apparition marque un point de bascule dans le récit. Elles ne sont pas de simples figurantes, mais des forces surnaturelles, énigmatiques et menaçantes. Elles prédisent à Macbeth qu'il deviendra d'abord Tan de Cador, puis roi, tout en annonçant que la lignée de son ami Banquo accédera au trône. Cette prophétie, volontairement ambiguë, éveille à la fois l'ambition et la peur et envenime la relation entre les deux hommes. Lorsque la première prophétie s'accomplit, Macbeth et son épouse voient s'ouvrir la voie du pouvoir. Lady Macbeth, plus déterminée encore que son mari, le pousse à tuer le roi Duncan pour s'emparer de la couronne. Ce premier assassinat est l'acte fondateur d'une spirale sanglante. Pour conserver son trône, Macbeth ordonne de nouvelles exécutions, dont celle de son ami Banquo. Mais la couronne ne lui apportera ni paix ni gloire. Le couple s'enfonce dans la paranoïa, la folie et la culpabilité, jusqu'à la chute finale de Macbeth, abattu par Macduff. Oui, je sais, ça fait beaucoup de Mac, mais rappelez-vous, l'histoire se déroule en Écosse. Au cœur de ce récit, les sorcières jouent un rôle décisif. Elles ne dictent pas directement les crimes. Elles sèment le doute et insufflent la tentation. Elles agissent comme un miroir et révèlent l'ambition dévorante déjà présente chez Macbeth. Elles symbolisent la fascination du mal et montrent comment une prophétie peut devenir une arme en manipulant la peur et le désir. En plus d'évoquer la culpabilité, magnifiquement symbolisée par le sang, Macbeth soulève une question intemporelle. Sommes-nous maîtres de notre destin ou prisonniers d'un chemin déjà tracé? Les sorcières sont-elles responsables de la chute du roi? En définitive, Macbeth ne raconte pas seulement l'histoire d'un meurtre royal. C'est une plongée dans les profondeurs de l'âme humaine, une réflexion sur l'ambition, la culpabilité et la fragilité de la raison.
C'est cette richesse qui en fait une œuvre intemporelle, toujours capable de nous hanter. Bien, après cette courte parenthèse théâtrale les aventuriers, mettons le cap sur l'Asie pour découvrir l'une des créatures les plus emblématiques du folklore. Le mythe du renard à 9 queues puis ses origines en Chine, où il est appelé Yulijing. Dans le folklore chinois, cette créature est ambiguë. Parfois synonyme de paix et de prospérité, surtout lorsqu'elle est associée à une reine vertueuse, elle peut aussi se révéler terriblement malveillante. Le Yulijing est un esprit renard capable de prendre forme humaine, généralement celle d'une belle femme séductrice. Elle use de son charme pour corrompre les hommes, aspirer leur énergie vitale ou semer le chaos dans les affaires de l'État. Le mythe s'est par la suite diffusé dans d'autres cultures asiatiques. En Corée, le Gumiho est presque toujours maléfique. Il se transforme en femme séduisante et se nourrit du foie ou du cœur des hommes pour atteindre sa pleine humanité. Contrairement au renard à 9 queues chinois qui incarne la peur de la subversion de l'ordre social, le Gumiho représente ici la trahison et le danger des apparences. Au Japon, le kitsune est beaucoup plus nuancé. Il peut être espiègle ou malveillant, mais aussi protecteur et messager de la divinité shintoïste Inari. C'est d'ailleurs la culture japonaise qui a popularisé le renard à 9 queues à travers le manga Naruto et le Pokémon Fenard. Ainsi, quelle que soit sa forme, le renard à 9 queues symbolise des thèmes universels et des peurs profondes. Il est avant tout le symbole de la transformation. À chaque queue ajoutée, il gagne en puissance et en sagesse. Une fois ses 9 queues acquises, il devient presque invincible. Il incarne alors la peur de ne pas pouvoir se fier aux apparences et de se laisser tromper par ce que l'on voit. Mais par-dessus tout, il représente la tentation et la manipulation sous l'apparence d'une femme magnifique. Si le mythe a longtemps nourri un stéréotype misogyne de la femme manipulatrice, il a désormais évolué dans la culture moderne. En effet, aujourd'hui, le renard à 9 queues devient un personnage complexe, capable de compassion et de loyauté. Il n'est plus seulement un monstre, mais une créature qui, à l'image de l'humanité, cherche sa place dans le monde. Les aventuriers, laissez-moi vous raconter une histoire qui fait encore parler d'elle, tant par son caractère inexplicable que par l'horreur qu'elle dégage. Tout commence le 13 novembre 1966. 4 adolescents décident d'aller faner le soir dans d'anciens bâtiments militaires abandonnés, situés en périphérie de la ville de Point Pleasant, en Virginie occidentale. Vers 23h30, alors que tout est désert, les phares de leur voiture illuminent soudainement une créature étrange et terrifiante. Haute de près de 2 mètres et dotée d'une fourrure sombre, elle se tient sur 2 grandes jambes musclées, mais ne possède pas de bras. À la place, 2 immenses ailes sont repliées le long de son corps et ses yeux, rouges et globuleux, semblent hypnotiques. Le conducteur, pris de panique, on peut facilement le comprendre, démarre en trombe et tente de rejoindre la route 62 vers la ville. C'est alors que les adolescents aperçoivent la créature sur un monticule de terre. Elle déploie ses ailes gigantesques, s'envole et poursuit la voiture à une vitesse incroyable. Traumatisés, les 4 jeunes se rendent immédiatement au bureau du shérif pour raconter leur expérience. Et contre toute attente, les autorités locales les prennent au sérieux. La presse locale s'empare de l'affaire et baptise la créature le Mothman, soit l'homme papillon ou l'homme phalène en français. Bientôt, d'autres habitants affirment avoir vu cette étrange créature, tandis que certains signalent des soucoupes volantes et même des hommes mystérieux vêtus de noir au volant de grosses voitures. C'est à ce moment du récit qu'intervient John Keel, un journaliste spécialisé dans les phénomènes paranormaux qui se rend sur place et passe 2 ans à recueillir de nombreux témoignages. Pour lui, tout cela a du sens. Le Mothman serait un mauvais présage, annonciateur d'une catastrophe imminente. Oui bon, j'en conviens les aventuriers, plus l'histoire avance et plus elle est difficilement croyable, elle semble tout droit sortie d'un mauvais roman de science-fiction. Et pourtant, l'intuition de John Keel semble se concrétiser. Le 15 décembre 1967, le Silver Bridge, qui relie Point Pleasant à Canoga, s'effondre brutalement et 46 personnes trouvent la mort dans l'accident. Certains témoins affirment même avoir aperçu le Mothman survoler le pont juste avant sa chute. Depuis, 2 théories s'affrontent. Pour les croyants, le Mothman était un messager de la catastrophe. Pour les plus sceptiques, il ne s'agissait que d'un canular ou d'une confusion avec une grue cendrée, amplifiée par l'hystérie collective. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce que l'homme papillon a réellement existé, ou bien est-ce que cette histoire est née de l'imagination collective et de la peur ? Ah, voici un de mes monstres préférés du cinéma. Que ce soit dans ses premières apparitions ou dans l'adaptation de Peter Jackson, King Kong a toujours exercé sur moi une fascination teintée de peur et de curiosité. Le film de 1933 raconte l'histoire de Carl Denham, un réalisateur aventurier qui affrète un bateau pour se rendre sur la mystérieuse île du Crâne. Son objectif est alors de filmer une créature légendaire que les indigènes appellent le Kong. Pour son film, il engage Anne Darrow, une jeune actrice sans emploi, qui devient le rôle principal de son projet.
Alors arrivé sur Skull Island, Denham et son équipe découvrent un monde préhistorique, peuplé de dinosaures et de créatures gigantesques. Un monde qui, d'ailleurs, est fortement inspiré du monde perdu de Sir Arthur Conan Doyle. Ils assistent à un rituel où les villageois se préparent à sacrifier une jeune fille à Kong. Anne est capturée et offerte à la bête. Le gorille géant, attiré par sa beauté et sa fragilité, la protège des autres créatures. Denham et son équipe profitent de cette occasion unique pour capturer Kong et le ramener à New York afin de l'exposer au public comme la 8e merveille du monde. Mais à New York, King Kong s'échappe et sème le chaos dans la ville alors qu'il est à la recherche d'Anne. La scène la plus iconique du film le montre escaladant l'Empire State Building avec elle avant d'être abattu par l'armée de tomber, victime de ces terribles blessures. Comme on l'a vu avec le Gilman, King Kong explore des thématiques universelles. La vanité humaine, le mythe de la Belle et la Bête et la peur de la nature sauvage. Toutefois, le film va plus loin et reflète les peurs et tensions de l'Amérique de l'époque. Rappelons-nous que le film est sorti en pleine Grande Dépression et dépeint de facto un monde marqué par le chômage de masse et les difficultés économiques. Anne Darrow est une jeune femme vulnérable, privée de travail et plongée dans la pauvreté, tandis que Denham est obsédé par le profit et le spectacle. Et ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est que King Kong peut être aussi lu comme une allégorie du capitalisme sauvage. Il est une force gigantesque et incontrôlable qui détruit tout sur son passage. Sa mort sur l'Empire State Building, le symbole ultime du capitalisme américain, peut être interprété comme une fin tragique pour un système qui s'effondre sous son propre poids. Mais le film offre une lecture bien plus sombre lorsqu'on regarde de plus près. Selon le point de vue, il critique ou illustre le colonialisme et le racisme systémique aux États-Unis. En effet, une expédition d'Occidentaux part sur une île lointaine afin de capturer un roi indigène, ce qui reflète l'idéologie qui prétendait civiliser des peuples jugés primitifs. Et le personnage de Kong, un gorille géant obsédé par une femme blanche, fait écho aux stéréotypes racistes de l'époque, associant une prétendue sauvagerie et dangerosité aux gens de couleur. Bon, bien entendu, il faut pas prendre tout ça au pied de la lettre, mais je pense que vous ne verrez plus King Kong de la même manière après avoir vu cette vidéo. Avant de plonger dans les eaux troubles de l'iceberg, je vous propose de découvrir un mythe fondateur qui a profondément marqué la littérature. Beowulf est considéré comme l'un des textes fondateurs de la littérature anglaise. Sa date de composition reste incertaine, probablement entre le 7e siècle et le 10e siècle. Le poème mêle tradition germanique et nordique, légende héroïque et références chrétiennes, créant un monde où le merveilleux et le sacré se croisent. L'histoire suit les exploits de Beowulf, un guerrier légendaire venu au Danemark pour aider le roi Hrothgar. La grenade du roi est attaquée par Grendel, un monstre sanguinaire qui dévore hommes et choix. Beowulf parvient à le vaincre en lui arrachant un bras, mais la mère de Grendel, cherchant vengeance, surgit à son tour. Beowulf la poursuit jusqu'à sa tanière sous un lac et l'élimine. Après ses exploits, il retourne dans son pays, devient roi et règne pendant 50 ans, avant de livrer son dernier combat contre un dragon, ce qui lui coûte la vie. Ce qui nous intéresse particulièrement ici, c'est la figure de Grendel. Le monstre attaque la Grendel parce qu'il ne supporte pas la joie et devient alors le symbole de la jalousie, de la haine et du chaos qui menacent la civilisation. Grendel peut être vu comme une incarnation du mal aux yeux des hommes, mais il n'est pas seulement un monstre. Il est un être isolé, condamné à vivre en marge de la société, dans un marécage sombre et dangereux. Sa violence n'est pas gratuite. Elle exprime sa solitude, sa frustration et son exclusion. Il devient ainsi un symbole de l'étranger, de celui que la société rejette et qui, en retour, s'attaque à elle. Si on transpose la figure de Grendel à notre époque, il peut être considéré comme un symbole du nihilisme. Il attaque la joie et la poésie des hommes parce qu'elles sont des illusions qu'il ne peut partager. Sa violence est un cri désespéré face à l'absurdité de l'existence. J'aimerais à présent vous livrer une analyse personnelle, peut-être que je me trompe, donc dites-le moi en commentaire. Dans une société moderne qui part à la dérive et qui s'effondre sous le poids de sa propre absurdité, l'analogie entre la halle de Hrothgar et notre société est frappante. La halle, lieu de joie et de richesse, serait l'image d'une élite déconnectée qui célèbre ses victoires et sa prospérité dans une bulle dorée. Pendant ce temps, Grendel, qui vit dans les ténèbres et la misère, est le reflet d'une grande partie de la population qui se sent aliénée et mise à l'écart des enjeux de la société. Le Grendel serait donc un symbole de la démoralisation collective, où la violence et l'absurde que nous voyons aujourd'hui seraient la conséquence d'un sentiment d'aliénation et d'abandon. Bienvenue dans les eaux troubles de l'iceberg, les aventuriers. Pour inaugurer cette nouvelle strate de l'iceberg, laissez-moi vous parler du loup-garou qui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'est pas un célèbre chanteur québécois s'étendant les cheveux en orange. Le mythe du loup-garou apparaît avec l'installation des colons français en Louisiane et au Québec dans un monde rude marqué par les maladies, la mort et le poids de la religion catholique. Selon la version la plus répandue, le loup-garou mène une existence humaine durant la journée, dissimulant soigneusement sa malédiction de peur d'être découvert ou tué.
Mais à la nuit tombée, il se métamorphose en humanoïde à tête de loup ou de chien, et cette transformation ne prend fin qu'une fois qu'il a versé le sang d'une victime. À la différence du loup-garou européen, condamné à se changer en bête féroce lors des pleines lunes et symbole de l'animalité incontrôlable de l'homme, le loup-garou n'est pas prisonnier d'un cycle lunaire. Il peut apparaître à tout moment et agit comme un exécuteur moral. Il s'en prend aux pêcheurs, aux imprudents et à ceux qui transgressent les règles religieuses. Dans la tradition cadienne de Louisiane, on raconte par exemple que celui qui néglige le carême 7 années de suite risque de se transformer en loup-garou. Au Canada, la malédiction du loup-garou québécois est également liée à une faute contre la foi catholique. Mais ici, la créature se distingue encore. Elle n'adopte pas seulement la forme d'un chien à tête de loup, mais peut se manifester sous des apparences multiples, allant du chien au cochon, ou à des formes plus étranges, comme un sac ou un rouleau de laine. Bon, les Québécois, il faut vraiment nous expliquer toutes ces bizarreries. Aujourd'hui, ces créatures ont perdu une partie de leur dimension morale pour rejoindre le domaine du folklore et du divertissement. Au Québec, le loup-garou survit dans les musées et les activités éducatives, tandis qu'en Louisiane, le loup-garou est devenu un symbole culturel célébré chaque année lors du Loup-garou Fest, où se mêlent tradition, fierté locale et imaginaire fantastique. Le Hobbit compte parmi les œuvres cinématographiques les plus marquantes de ces dernières années et met en scène le redoutable dragon Smaug. Devant un tel spectacle, je me suis demandé d'où pouvait bien venir ce stéréotype du dragon qui veille jalousement sur un trésor incommensurable. À l'origine, Fafnir n'est pas une créature ailée cracheuse de feu. Il est un nain, fils du roi Redmar et frère de Regin et d'autres. La tragédie s'amorce lorsque Loki tue Autre qui avait pris l'apparence d'une loutre. Alors, afin d'apaiser la colère de la famille, le dieu de la malice doit verser une rançon d'or. Pour cela, il dérobe le trésor d'Andvari qui, contraint de céder son or et son anneau, maudit son bien. Quiconque possédera l'anneau connaîtra la ruine et la mort. Le trésor revient à Redmar, mais la malédiction se met aussitôt en marche. Ses fils l'assassinent pour s'en emparer. Refusant de partager, Fafnir s'exile dans le désert et, usant de ses pouvoirs de métamorphose, prend la forme d'un immense dragon pour mieux garder son butin. Regin, fou de rage, confie alors à son fils adoptif, le jeune Sigurd, ou Siegfried dans la tradition germanique, la mission d'abattre le monstre. Sur les conseils de son maître, Sigurd creuse une fosse sur le chemin de Fafnir et, lorsqu'il surgit, il le frappe au cœur d'un coup d'épée fatal. Agonisant, le dragon l'avertit que Regin le trahira à son tour. Et en effet, lorsque Sigurd revient avec le cœur de Fafnir, Regin projette de l'assassiner. Il tranche la tête de son maître, dévore le cœur de Fafnir et s'empare du trésor, emportant du même coup la malédiction qui pèsera désormais sur sa lignée. Le mythe de Fafnir n'était pas seulement une épopée dramatique, il servait avant tout d'avertissement. Pour les anciens nordiques, l'avarice représentait une véritable maladie de l'âme capable de détruire famille et royaume. La richesse ne devait pas être ramassée dans l'ombre d'une caverne, mais partagée afin de renforcer les liens et de bâtir une communauté prospère où chacun pouvait trouver sa place. Une doctrine qui, d'ailleurs, était centrale dans la société viking. Il ne vous aura pas échappé que Tolkien a été grandement influencé par la mythologie nordique pour écrire ses œuvres telles que l'Edda de Snorri et le Grendel. Ainsi, l'anneau maudit d'Andvari trouve un écho évident dans les anneaux de pouvoir, tandis que Smaug est une réinvention moderne et grandiose de Fafnir. Ainsi, l'histoire de Fafnir ne se limite pas au combat d'un héros contre un dragon. Elle nous rappelle que la cupidité dévore tout sur son passage et que celui qui se laisse consumer par elle finit toujours par en être la première victime. Les aventuriers, je pense qu'il est grand temps de nous aventurer dans un autre univers que nous n'avons pas encore abordé dans cet iceberg, celui du jeu vidéo. Peut-être avez-vous entendu parler de Five Nights at Freddy's, un jeu indépendant sorti en 2014 qui, contre toute attente, est devenu un véritable phénomène. Dans ce jeu, vous incarnez Mike Schmidt, un simple gardien de nuit embauché dans une pizzeria pour enfants au décor coloré, la fameuse Freddy Fazbear's Pizza. Le gameplay paraît d'une simplicité désarmante. Il s'agit de survivre pendant 5 nuits entières en surveillant les caméras de sécurité. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, le danger ne vient pas d'intrus humains, il vient des mascottes animatroniques du restaurant. Freddy Fazbear, qui est le chef de bande, et ses camarades Bonnie, Chica et Foxy ne restent pas immobiles une fois la nuit tombée. Ils s'animent, errent dans les couloirs et finissent par se diriger vers vous. Vous ne pouvez pas bouger de votre bureau. Votre seule défense réside dans les caméras, les lumières et les lourdes portes de sécurité, tout alimenté par une réserve d'énergie limitée qui s'épuise bien trop vite. Mais ce n'est pas uniquement ce gameplay minimaliste qui a fasciné des millions de joueurs. La véritable force de l'œuvre de Scott Cawthon, c'est son histoire morcelée, jamais racontée frontalement, mais dissimulée dans des indices audio, des mini-jeux secrets et des documents éparpillés. Peu à peu, on découvre que ces animatroniques ne sont pas de simples machines défectueuses, mais les hôtes d'une tragédie sanglante. Car derrière les murs colorés du restaurant se cache une vérité bien plus sombre.
William Afton, le propriétaire de l'établissement, est un tueur en série qui a attiré et assassiné plusieurs enfants. Les âmes de ces derniers, incapables de trouver la paix, sont venus hanter les costumes animatroniques, les transformant en créatures cauchemardesques. Freddy Fazbear et ses compagnons, autrefois symboles d'innocence et de fête, deviennent alors les avatars d'une enfance corrompue, un jouet devenu instrument de terreur par la main de la violence humaine. L'impact de Five Nights at Freddy's a été immense. Il a démontré qu'un concept minimaliste, porté par une atmosphère suffocante et une narration fragmentée, pouvait rivaliser avec des productions au budget colossaux. Et il a redéfini les codes du jeu d'horreur en prouvant qu'il suffisait d'une caméra de surveillance, d'un bureau exigu et de quelques mascottes trop souriantes pour engendrer l'une des expériences les plus terrifiantes de la décennie. Jusqu'ici, nous avons exploré des œuvres du XIXe siècle qui plongent dans l'horreur gothique, voire dans l'absurde métaphysique. Mais avec l'ange du bizarre, Edgar Allan Poe nous entraîne dans un univers totalement différent où la terreur cède la place à l'ironie et où l'horreur se transforme en absurdité comique. Contrairement aux autres monstres que nous avons croisés, la menace n'est plus la science sans conscience ou la dualité de l'âme humaine, mais bien le chaos et l'imprévisibilité de l'existence elle-même. Publiée en 1844, cette nouvelle satirique s'ouvre sur un narrateur anonyme qui, après avoir lu un article relatant des événements étranges, se moque de leur invraisemblance. C'est alors qu'apparaît l'ange du bizarre, une créature grotesque, borgne et difforme, et dépeinte avec un accent allemand dans la version originale, qui affirme être l'instigateur de toutes ces bizarreries que l'on croise dans la vie quotidienne. À partir de ce moment, le narrateur devient victime d'une succession de mésaventures absurdes qui ne cessent de ruiner son existence. Car en effet, tout lui échappe. Il rate un rendez-vous essentiel pour assurer sa maison contre l'incendie, sa demeure prend feu, il se brise le bras en tentant d'échapper aux flammes, et ses projets de mariage échouent les uns après les autres. La spirale devient si insoutenable qu'il décide d'en finir en se jetant d'une falaise, mais au lieu de mourir, il se retrouve accroché par hasard à la corde d'une montgolfière. Et bien sûr, l'ange du bizarre revient une dernière fois pour lui arracher un aveu. Il doit reconnaître que les événements étranges font bel et bien partie de la vie. Derrière ce récit farfelu, je vous l'accorde, Edgar Allan Poe livre une critique mordante du matérialisme et du rationalisme rigide de son époque. À travers son narrateur, l'Américain se moque de ceux qui refusent d'admettre l'existence du hasard, de l'absurde et de l'irrationnel. En plaçant son héros face à un monde totalement chaotique, Poe semble dire à ses lecteurs « Cessez de vouloir tout expliquer par la raison. Ouvrez les yeux et acceptez que la vie puisse être incontrôlable. » Sous son ton burlesque, la nouvelle prend pourtant des allures de fable plus sombres. Elle évoque la peur de perdre le contrôle, l'impuissance face au destin et, même pour certains commentateurs, les propres luttes internes de Poe contre l'alcoolisme. Mais qu'on y voit une farce littéraire ou une confession déguisée, l'ange du bizarre reste une œuvre singulière qui anticipe à la fois la comédie noire et certains traits du surréalisme. Ah Noël, cette période magique de fin d'année qui sent bon le sapin, les cadeaux et les monstres démoniaques aux cornes acérées, aux sabots de chèvre et à la langue interminable. Attends, quoi ? Lui, c'est le Krampus. Dans le folklore alpin, il est le compagnon obscur de Saint Nicolas, celui qui distribue récompenses et friandises aux enfants sages. Mais si le saint incarne la générosité et la bonté, le Krampus, lui, représente la punition. Sa présence met en scène la dualité fondamentale du mythe. La lumière et l'ombre, la récompense et la sanction. Dans les villages des Alpes bavaroises, suisses et autrichiennes, on voit en lui bien plus qu'un monstre. Il est l'instrument de la discipline, celui qui rappelle aux enfants que chaque acte a ses conséquences. Le Krampus incarne cette peur nécessaire pour compléter la bienveillance de Saint Nicolas, comme de forces opposées mais indissociables. La nuit du 6 décembre reste marquée par les Krampusläufe, corrigez-moi si je prononce mal le mot en allemand, des parades où des hommes masqués et costumés en diable envahissent les rues, poursuivant les passants dans un vacarme de cloches et de chaînes. Et d'ailleurs les aventuriers, je vous renvoie vers l'excellente vidéo du Grand Gilet qui a enquêté sur le phénomène. Mais alors, pourquoi perpétuer une créature si effrayante dans un univers aussi joyeux que celui de Noël ? Certains y voient une façon pour les communautés de canaliser leur part sombre, de donner libre cours à une nature plus sauvage et de rappeler que l'homme porte toujours en lui une dualité. Le Krampus devient alors le masque derrière lequel se révèle ce côté animal et cette force primitive. Par ailleurs, on retrouve des figures semblables, comme le Père Fouettard en France et en Belgique, ou encore le Zwarte Piet aux Pays-Bas, autant de doubles sombres qui viennent contrebalancer la figure paternelle et bienveillante du donneur de cadeaux. Aujourd'hui, le Krampus est revenu en force grâce à la culture populaire, notamment dans les films d'horreur et les fêtes folkloriques. Derrière la chaleur des foyers et l'éclat des guirlandes, subsiste aussi une part d'ombre, une mémoire des traditions païennes où le sacré et le monstrueux se tenaient toujours côte à côte. Parlons désormais de la goule, une créature qui trouve ses origines dans le folklore pré-islamique et la mythologie arabe. Dans les récits anciens, la goule est décrite comme un esprit maléfique, parfois un démon féminin, qui rôde dans le désert sous l'apparence trompeuse d'une hyène.
On l'a dit attirée par les cimetières, les sépultures oubliées et les terres sauvages, où elle se repaît de chair humaine, profanant ainsi le repos des morts. Mais son appétit ne se limite pas aux cadavres. La goule attire les voyageurs imprudents dans les dunes ou les ruines abandonnées pour les tuer et les dévorer. Elle s'attaque aux enfants, boit le sang des vivants, vole l'argent des morts et, détail particulièrement inquiétant, peut prendre l'apparence de sa dernière victime. D'ailleurs, un conte populaire syrien illustre bien sa ruse, la femme fatiguée du bûcheron. Dans cette histoire, un bûcheron pauvre et arrogant rencontre une mystérieuse princesse qui prétend être sa sœur perdue, bien qu'il n'en ait jamais eu. Aveuglé par la promesse de richesse, il accepte son invitation et emmène sa famille vivre dans son somptueux palais. Mais la vérité ne tarde pas à éclater. La princesse est en réalité une goule prête à dévorer la famille. Grâce au courage de la femme du bûcheron, ils parviennent à s'enfuir en pleine nuit, abandonnant le malheureux à son triste sort. À travers ce mythe, la goule incarne plusieurs peurs fondamentales. Elle est d'abord profanatrice, celle qui menace le lien sacré entre les vivants et les morts. Elle incarne ensuite la sauvagerie et le tabou absolu du cannibalisme. Enfin, elle personnifie la terreur du désert, ce lieu inhospitalier où l'on se perd facilement et où l'illusion et le danger rôdent à chaque pas. Avec le temps, la goule a beaucoup évolué dans la culture populaire. Dans Fallout, les ghouls sont des humains irradiés qui ont survécu à l'apocalypse nucléaire. Elles deviennent une métaphore de l'exclusion sociale et des cicatrices durables laissées par la guerre. Dans le manga Tokyo Ghoul, elles ressemblent à des humains, mais sont condamnées à se nourrir uniquement de chair humaine. Les ghouls symbolisent alors la marginalisation, la persécution et la nécessité de cacher sa vraie nature pour survivre dans une société qui les rejette. En définitive, la goule est une figure bien plus complexe que celle du zombie. Là où le zombie reflète une peur collective, la goule incarne des angoisses plus intimes. La peur de la corruption du corps, la cruauté de l'autre et la trahison dissimulée derrière un masque familier. Il est grand temps que je vous parle du Horla, une de mes nouvelles préférées qui m'a beaucoup marqué lorsque j'étais adolescent. L'histoire est présentée sous la forme d'un journal intime tenu par un narrateur anonyme vivant près de Rouen. Peu à peu, des phénomènes étranges viennent perturber ce quotidien. Il ressent une présence invisible, des objets changent mystérieusement de place et il a la désagréable sensation d'être observé par une force qu'il ne comprend pas. Progressivement, cette présence prend le nom de Horla et le narrateur est persuadé que cette entité se nourrit de son énergie vitale pendant son sommeil. Il note dans son journal des détails de plus en plus inquiétants. Son verre d'eau est vidé durant la nuit, il a l'impression d'être physiquement épuisé au réveil, ou encore cette certitude qu'un être invisible rôde près de lui. Tiraillé entre des explications rationnelles et l'idée d'une créature surnaturelle, il sombre peu à peu dans l'obsession et voit sa santé mentale vaciller. Toute la force du récit de Maupassant tient dans son ambiguïté. Est-ce le récit d'un homme en proie à la folie ou la chronique d'une véritable hantise ? Comme nous ne voyons le récit qu'à travers le journal du narrateur, nous sommes entraînés dans sa paranoïa, incapables de distinguer la vérité de ses hallucinations. Dans sa quête désespérée de réponses, l'homme se rend à Paris, puis au Mont-Saint-Michel. Il consulte des médecins, se plonge dans des ouvrages consacrés au paranormal, mais rien ne le délivre de l'emprise du Horla. L'obsession se transforme en terreur jusqu'à l'acte ultime. Il incendie sa propre maison, espérant y piéger et détruire la créature. Mais même après ce geste extrême, le narrateur s'interroge. A-t-il réellement détruit le Horla ou celui-ci continue-t-il de rôder ? À travers ce récit, Guy de Maupassant explore des thèmes universels comme la folie, la peur de l'inconnu et les limites de la perception humaine. Le Horla peut être lu comme une métaphore d'un homme aux prises avec ses propres démons psychiques, mais aussi comme une réflexion plus large sur l'existence d'êtres invisibles, peut-être supérieurs à l'humanité. En outre, il est difficile de ne pas rapprocher ce texte de la propre vie de son auteur. Écrite en 1887, la nouvelle paraît à un moment où Maupassant, rongé par la syphilis, commence à souffrir de troubles psychiques. Sa peur de sombrer dans la folie transparaît dans chaque page, donnant au texte une intensité presque autobiographique. La première version du récit, intitulée Lettres d'un fou, ne laisse d'ailleurs aucun doute sur cette dimension personnelle. Depuis sa publication, le Horla n'a cessé de fasciner. Considéré comme un chef-d'œuvre du fantastique, il a exercé une influence majeure sur la littérature d'horreur, notamment sur H.P. Lovecraft, qui voyait en Maupassant l'un de ses prédécesseurs. Mais rassurez-vous les aventuriers, nous aurons l'occasion de revenir sur l'auteur américain un peu plus loin dans l'iceberg. Faisons un détour par la mythologie égyptienne afin de découvrir l'une des créatures les plus terrifiantes jamais imaginées. Bon, vous connaissez sûrement Anubis, ou encore les momies qui hantent nos représentations de l'Égypte antique. Mais il est fort probable qu'Amit, pourtant central dans l'imaginaire funéraire, vous soit beaucoup moins familière. Amit, dont le nom signifie dévoreuse des morts, n'est pas une divinité, mais une créature hybride, et est l'exécutrice implacable de la justice divine. Son rôle s'accomplit dans la salle de Maat, la déesse de la justice et de l'équilibre, là où se déroule la cérémonie sacrée du pesage du cœur. Imaginez un instant la scène.
Le cœur du défunt est placé sur une balance et comparé à la plume de Maat. Si le cœur est plus léger, preuve d'une vie juste et droite, l'âme peut rejoindre Osiris dans l'au-delà. Mais si le cœur est alourdi par les fautes, les mensonges et la corruption, alors Amit entre en action. Elle bondit et dévore le cœur, condamnant l'âme à la plus terrible des punitions. Non pas la damnation éternelle, mais l'annihilation totale. Le défunt cesse purement et simplement d'exister. Il perd son nom, son identité, son souvenir et toute espérance de vie après la mort. Comme si ce rôle n'était pas assez effrayant, son apparence achève de la rendre monstrueuse. En effet, Amit combine les traits des 3 animaux que les Égyptiens considéraient comme les plus redoutables. La tête du crocodile, incarnation des dangers du Nil, le torse du lion, symbole de royauté et de puissance, et l'arrière-train de l'hippopotame, image de la sauvagerie de la faim insatiable. Vous l'aurez compris les aventuriers, Amit était crainte autant pour son rôle que pour son aspect terrifiant. Elle incarne l'idée que la justice divine ne laisse aucun échappatoire et que les âmes indignes ne méritent même pas l'éternité. En 1984 sort Freddy les Griffes de la Nuit, un film qui allait bouleverser à jamais les codes du cinéma d'horreur et du slasher. L'histoire nous plonge dans le quotidien de Nancy Thompson, une adolescence tourmentée par des cauchemars où surgit Freddy Krueger, un homme au visage brûlé, affublé d'un chapeau et surtout d'un gant armé de longues lames acérées. Quand ses amis commencent à mourir dans leur sommeil, Nancy comprend que ces cauchemars ne sont pas de simples visions, mais qu'ils tuent réellement. Peu à peu, elle découvre que Freddy est l'esprit vengeur d'un ancien tueur d'enfants, brûlé vif par les parents du quartier qui avaient choisi de se faire justice eux-mêmes. Décidée à l'affronter, Nancy réalise qu'elle peut blesser Freddy dans le monde réel si elle parvient à le tuer hors du rêve. Et après une confrontation finale haletante, elle semble avoir triomphé, mais la dernière scène renverse tout. Freddy réapparaît et tue la mère de Nancy, prouvant que le cauchemar ne s'éteint jamais vraiment et que la peur reste vivante. Freddy les Griffes de la Nuit dépasse largement le cadre du simple récit d'horreur, il est une critique acérée de la société et de ses hypocrisies. Les adultes, incapables d'assumer leurs responsabilités, ont choisi la justice expéditive et le déni, et ce sont désormais leurs enfants qui subissent les conséquences de leurs actes. Freddy, quant à lui, est une figure unique dans l'histoire du cinéma d'horreur et à titre personnel l'une de mes préférées. Là où tant d'autres monstres incarnent la force brute ou la violence physique, lui s'attaque à l'esprit et infiltre le sanctuaire le plus intime et le plus sacré de l'être humain, le rêve. En transformant cet espace protecteur en terrain de chasse, il renverse l'ordre naturel des choses et incarne une peur viscérale. Celle de perdre le contrôle, même dans son sommeil. Freddy est donc une version pervertie du croque-mitaine et une punition démesurée, à la fois métaphore de la culpabilité collective et incarnation de l'angoisse psychologique. La dernière scène, où il tue la mère de Nancy, reste l'une des plus marquantes de l'histoire du cinéma d'horreur. Cette conclusion a bouleversé les règles établies. Au lieu du traditionnel monstre vaincu, le film s'achève sur une victoire illusoire et un cauchemar persistant. C'est cette audace narrative qui a fait entrer les Griffes de la Nuit dans la postérité et qui a ouvert la voie à une saga entière, explorant les multiples facettes de Freddy, de son passé, à l'expansion toujours plus terrifiante de ses pouvoirs. Pour conclure cette strate de l'iceberg, remontons le temps afin de rencontrer le basilic dont la légende a traversé les siècles en se métamorphosant au gré des époques et des croyances. Selon certaines traditions antiques, il serait né du sang jaillissant de la tête tranchée de Méduse que nous avons évoqué en début de vidéo. Dans les écrits de Pline l'Ancien, un penseur romain du 1er siècle, le basilic apparaît non pas comme un monstre gigantesque, mais comme un serpent minuscule, reconnaissable à la petite crête ou à la tache blanche qui orne son front et qui lui donne l'apparence d'une couronne. D'ailleurs, basilic veut dire petit roi en grec ancien. Malgré sa taille modeste, il est considéré comme l'une des créatures les plus dangereuses qui soient, car son venin et même son souffle sont réputés mortels. C'est véritablement au Moyen-Âge que la figure du basilic se transforme et prend une dimension spectaculaire. Il devient alors un monstre hybride doté d'une tête de coq, d'un corps serpentin et parfois d'ailes de chauve-souris. Sa naissance elle-même est décrite comme contre-nature. Il naîtrait d'un œuf fondu par un coq et couvé par un crapaud, ce qui le rattache d'emblée aux forces démoniaques et à l'imaginaire de la sorcellerie. Son apparence se fait plus imposante, sa taille est colossale et ses pouvoirs sont amplifiés. Désormais son regard peut tuer instantanément ou pétrifier sa proie, tandis que son souffle empoisonne l'air, son toucher dessèche les plantes et son seul passage rend l'eau impropre à la consommation. Mais malgré son invincibilité apparente, le basilic connaît plusieurs faiblesses qui révèlent une symbolique forte. Le chant d'un coq peut le terrasser, de la même manière qu'il terrasse nos oreilles à 5h du matin, son propre reflet dans un miroir l'anéantit, et la simple présence d'une belette peut lui être fatale. Ces détails traduisent une idée essentielle du mythe médiéval. Même le mal absolu, même la mort personnifiée, peut être défait par les forces de la vie et de la lumière. Dans une Europe ravagée par la peste noire, où les épidémies et les famines décimaient des populations entières, le basilic est souvent associé à la contamination, aux puits empoisonnés et à la propagation invisible de la mort.
Ainsi, qu'il soit un petit serpent venimeux dans l'Antiquité ou un monstre hybride au Moyen-Âge, le basilic demeure l'une des figures les plus effrayantes de l'imaginaire humain. Sa capacité à se réinventer au fil des siècles, en s'adaptant aux peurs et aux symboles de chaque époque, explique pourquoi il continue encore de hanter nos récits, mais aussi d'incarner, par son seul regard, la mort à l'état pur. Voilà qui conclut cette première partie de l'iceberg des monstres et des créatures fantastiques. En tout cas, restez curieux les aventuriers, car la deuxième partie de cet iceberg vous emmènera encore plus loin dans les abysses du fantastique, où des créatures encore plus effrayantes et mystérieuses vous attendent. Avant de partir, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de commenter vos monstres préférés et de vous abonner pour ne pas manquer la suite de l'aventure. Je vous souhaite une excellente rentrée scolaire et que la santé soit avec vous, et en attendant, je vous dis à très bientôt sur Terra Nova pour une nouvelle aventure.